Je viens de Bombay. Du Pakistan, Iran. Iran. De l'Inde. Iran. Inde. Ici, tout le monde vient du Pakistan. Pakistan, Iran, tous les pays sont représentés ici. Il a la forme d'un croissant et s'étire entre le sud de l'Iran et le sultanat d'Oman, reliant l'océan Indien au golfe arabo-persique. 50 km de large dans sa partie la plus étroite, 120 dans sa partie la plus large, le détroit longe d'un côté la rive iranienne parsemée de petites îles, de l'autre les falaises de la presqu'île omanaise du Musandam. Sa géographie particulière en fait un accès unique pour la mer intérieure du golfe Persique et le seul passage d'une route du commerce entamée depuis des millénaires. Carrefour du négoce, le golfe et son débouché Ormuz le sont toujours, et les boutres naviguent encore dans les eaux chaudes du détroit. Mais le sous-sol de ces lieux arides a révélé d'autres fortunes. Sous la terre, sous la mer, pétrole et gaz ont fait basculer le destin de ces pays, devenus aujourd'hui riches ici. C'est la fin d'une longue nuit de chaleur. Tout est endormi, ou presque. Quelques silhouettes qu'on distingue dans l'obscurité, puis un bateau glissé sur la plage. C'est l'heure, juste avant l'aube, l'heure des hommes qui s'éloignent et mettent le cap sur l'horizon. Depuis la mer, Ormuz se dessine en rouge et blanc. Rouge comme la terre d'ici, blanc comme le sel et le calcaire. Située juste à l'entrée du détroit, cette île fut choisie au XVIe siècle par le portugais Albuquerque. Sur la route maritime des Indes, elle offrait alors un refuge sûr aux bateaux chargés d'épices. Tout le commerce transitait par Ormuz. De ce passé portugais ne subsistent que quelques murailles, les murs de la forteresse qui abritent toujours les jeux des enfants du village. À Ormuz, on grandit au pied des montagnes pelées, au bord d'une mer qui isole et protège à la fois. Et là, chaque jour, les enfants assistent aux mêmes gestes des anciens. La préparation des poissons selon une recette immuable. On appelle ça surok. C'est de la boue mélangée avec du sel. On met les poissons dans cette préparation. J'ai toujours vu mon père faire ça. La terre, on va la chercher dans la montagne et on la mélange avec le sel. On peut conserver les poissons dans nos bidons pendant des semaines. Les pêcheurs sont sur l'eau depuis 5 heures ce matin. Éclat d'argent, leurs filets ont piégé des milliers de sardines. Une partie de la pêche partira à Bandar Abbas, le grand port, à une demi-heure de navigation de l'île. Là, tout sera vendu sur le marché. Rassam est le patron, le propriétaire du bateau. Les sardines, il y en a ici en septembre et puis au début du printemps. Aujourd'hui, je n'ai pêché que ça, mais parfois, je sors près de 2000 kilos de poissons. D'autres jours, la mer ne donne presque rien. Pêcher, fumer le narguilé en regardant la mer, recommencer, la vie semble s'écouler lentement sur Ormuz. C'est la première impression. Bien sûr, la pêche nourrit tant bien que mal les 6000 habitants de l'île, mais elle ne peut plus suffire aux plus jeunes. À tous ceux qui ont grandi sous la Révolution et qui savent qu'en face de l'île d'Ormuz, de l'autre côté du détroit, il y a un autre monde, les Émirats arabes et leurs marchandises, de l'argent à gagner. On appellerait ça du commerce partout ailleurs, mais en Iran, il est interdit de sortir des eaux territoriales sans autorisation et de transporter des marchandises achetées à l'étranger. Qu'importe, chaque nuit, des bateaux partent discrètement de l'île et mettent le cap sur le Musandam,
une enclave du sultanat d'Oman et l'un de ses ports. Voilà le détroit d'Ormuz, là c'est la mer d'Oman, ici le Moussadam. Là il y a notre île. Et pour traverser, il faut naviguer jusqu'ici, et puis continuer en allant vers le soleil levant. C'est très dangereux d'aller là-bas. Quand la mer est agitée, oui, c'est dangereux. Mais c'est mieux de partir quand c'est agité. On se fait moins repérer. C'est vrai, on joue avec sa vie et avec son sang. On peut mettre 5 heures, 6 heures pour arriver. Beaucoup d'hommes d'ici se sont noyés, leur bateau s'est cassé et on n'a jamais retrouvé leur corps. Quand on navigue pour rentrer du Moussadam, on choisit de le faire pendant la nuit. Mais on peut toujours tomber sur une vedette de la police iranienne, alors il y a des accrochages, ils nous tirent dessus. Ce matin, justement, la police est là. Une vedette qui fait des ronds dans l'eau juste devant le village d'Ormuz pour impressionner et empêcher le départ des bateaux. Toutes les vedettes rapides sont déjà chargées avec de la marchandise de contrebande qui vient d'Oman, des tissus, des cigarettes. Tout devait partir ce matin pour être livré au port de Bandar Abbas. Tout est déchargé. Les femmes sont les intermédiaires dans ce commerce. On est obligé de tout débarquer des bateaux parce que la police est là. Et si on prend la mer maintenant, ils vont nous tirer dessus. Ils vous tirent vraiment dessus? Bah bien sûr, ils tirent. Et puis ils vont tout nous prendre et la police ne nous rendra rien parce que cette marchandise-là, c'est de la contrebande. Non, filmez pas là, il n'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'il risque? C'est de la contrebande. Ça va au port de Bandar Abbas. Quand votre film passera, ils ne nous laisseront plus faire. Ils sont obligés de faire ça, avec toutes les difficultés et même si c'est illégal, même si l'État et la police l'interdisent. Dans cette île, on a des difficultés pour survivre. Ici, il n'y a pas de route, il n'y a rien. On est coupé du reste du monde, il n'y a que la mer, rien d'autre. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tous ces jeunes? Ici, il n'y a pas de travail. Et tous, ils sont allés à l'école, tous sont éduqués. Le Moussadam, sur la rive sud du détroit. C'est une journée qui ressemble à toutes les autres. Il est à peine 6 heures du matin. Ces barques viennent de l'autre rive, juste en face. Ces hommes et ces chèvres viennent de traverser le détroit depuis l'Iran. Là, ils vont attendre 2 heures l'ouverture officielle du marché. Sur la plage de Rassab, le marché a lieu tous les jours, approvisionné par des chèvres iraniennes pour une clientèle arabe. Avant d'arriver, la majorité des animaux sont déjà vendus. Tout a été négocié par téléphone. Je fais venir les chèvres d'Iran parce que ce n'est pas loin et puis la viande est bonne. C'est du business. Tout part aux Émirats. Ici, il y a le vétérinaire qui donne les papiers. Et tout part ensuite aux Émirats. Pour nous, c'est légal. Ici, à Rassab, c'est légal. Il y a le vétérinaire et tout ce qu'il faut. À Rassab, une chèvre iranienne vaut 60 francs.
un prix dérisoire pour les négociants du Golfe. Le problème, c'est que d'une rive à l'autre, l'activité n'est pas perçue de la même manière. Les Iraniens risquent gros pour livrer leur cargaison. Vous avez combien de chèvres? Là, il y en a 45. En Iran, c'est reconnu comme de la contrebande. Si on nous arrête, on a des amendes. En Iran, on peut être arrêté pour ça. La police iranienne nous poursuit. Elle nous tire dessus. Elle peut aussi confisquer le bateau, la marchandise et nous jeter à l'eau. En Oman, en revanche, aucun problème. Justement, le voici, le vétérinaire. Bizarrement équipé, il assure chaque matin le passage des chèvres. C'est lui qui légitime le trafic en délivrant le certificat sanitaire. D'un côté de la rive, la contrebande est totalement illégale et réprimée. De ce côté, le commerce est parfaitement organisé. Quelques minutes suffisent pour que chaque jour, 500 chèvres de contrebande iranienne transitent sur le sol omanais en toute légalité. Après 5 heures de mer, les chèvres prennent la route direction Dubaï. C'est la seule route asphaltée de Moussandam. 42 km de bitume pour rejoindre la frontière avec les Émirats. Au bout, le petit poste douanier n'a jamais connu une telle activité. Un camion toutes les 5 ou 10 minutes, dans un sens ou dans un autre. Les marchandises se croisent. Il est 9 heures du matin. La journée ne fait que commencer. La province du nord du sultanat d'Oman n'offre que la mer comme unique ressource, unique voie d'accès pour ces communautés de pêcheurs. Trop longtemps isolés, leurs habitants parlent une langue unique, mélange d'arabe, de perse et de portugais. Trace d'une histoire mouvementée, l'enclave conserve sa position stratégique sur le détroit. Elle était totalement interdite aux étrangers il y a encore quelques années. L'été, quand la température ne descend plus au-dessous de 40 degrés, la majorité des 28 000 habitants de la péninsule se réfugient à Ras Sab. Ailleurs, l'approvisionnement en eau et nourriture n'est plus assuré. La pêche a longtemps fait vivre les habitants de Moussandam, avant que la mer n'offre une nouvelle économie plus prospère. En face, sur l'autre rive, c'est un pays immense, privé de tout. À peine 30 000 séparent la côte iranienne de la côte omanaise. Le détroit devient un passage privilégié, une route ouverte à tous les trafics. Sur la plage de Ras Sab, le commerce des chèvres du matin a laissé place à un deuxième marché encore plus florissant. Ces barques sont arrivées vides. Aucun Iranien ne tente l'aller-retour chargé de marchandises. Trop dangereux. Cette fois, les hommes entassent. Chaque jour, ils prennent le risque de passer en fraude les frontières maritimes pour prendre livraison de toutes sortes de paquets. On vient d'Iran pour acheter ces cigarettes et nous les ramenons là-bas. C'est le seul moyen de gagner de l'argent. Comme ouvrier, on ne gagne pas sa vie en Iran. Il ne reste que la contrebande. Il n'y a rien d'autre. Pour une bouchée de pain, on risque nos vies en mer. Il y a encore 8 ans, à Ras Sab, il n'y avait rien. Aujourd'hui,
la rue principale de la petite ville arbore une centaine d'enseignes, toutes identiques. Import-export, import de Dubaï, export vers l'Iran. Ces boutiques appartiennent toutes à des Omanais, mais ce sont des Indiens qui tiennent le comptoir. Depuis 4 ans, Mojib commerce exclusivement avec les Iraniens. Rassab dépend du business iranien. Ce business, il n'est pas légal en Iran. C'est de la contrebande. Mais ici, c'est permis. En Oman, c'est légal parce qu'il y a beaucoup de profit à se faire. Mais en Iran, c'est illégal. C'est ça le problème. On entasse. On cache tout chez nous. On entasse tout chez nous. Parce que la police, elle nous pose des problèmes. Dans les magasins de Rassab, on trouve de tout. Tout ce qui peut intéresser le marché iranien. Magnétoscopes, denrées, cigarettes, toutes les marchandises franchiront le détroit en clandestinité. Ressa travaille à son compte. En Iran, il a sa propre clientèle. Tous les jours, il traverse, achète et repart. Chaque voyage lui rapporte entre 400 et 600 francs. Je suis obligé de faire ça. Il n'y a pas d'autre travail en Iran. Ça fait environ 10 ans. En Iran, il y a peut-être 4 ou 5 millions de personnes qui gagnent leur vie avec ce trafic. On n'est pas les seuls. Nous, on transporte les marchandises jusqu'à la côte, ça s'en va à Bandar Abbas et après les marchandises repartent. Elles s'en vont vers Téhéran ou bien vers Shiraz. Tout le monde en profite. Les commerçants aussi sont de la partie. Des fois, ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas de problème. Après qu'ils ont vendu, ils reviennent et ils me payent. Je fais aussi crédit. Les gens sont OK. Entre les Indiens et les Iraniens, ça marche dans 50 ou 60% des cas. À l'arrière des boutiques, les hangars stockent à l'année sans jamais désemplir. Entre les commerçants, les intermédiaires et les chauffeurs, ce sont 80% de la population qui dépendent du trafic. Au passage, l'État se sert. Chaque marchandise qui entre sur le territoire et qui en ressort quelques heures plus tard est taxée. Officieusement, les recettes fiscales se chiffreraient à 1,5 milliard de francs par an. Curieusement, cette contrebande iranienne ne semble pas déranger les relations diplomatiques avec le grand pays voisin. Le gouverneur du Moussandam préfère y voir de simples relations commerciales. En ce qui nous concerne, c'est un commerce organisé et bien contrôlé. Dans le sens où chaque marchandise qui arrive à Rassab doit présenter des papiers. Tout échange commercial avec nos pays voisins est basé sur des accords bilatéraux. Si parfois il y a des aspects négatifs que certains pays craignent, nous les rencontrons. Nous organisons des réunions avec ces partenaires pour supprimer les problèmes qui peuvent contredire nos échanges commerciaux. Ressa a fait le plein de marchandises. Cette fois, il repart avec des provisions de bananes d'origine d'Amérique du Sud et des ampoules en provenance de Chine. Une centaine de caisses au total qu'il revendra toutes au marché noir sur le sol iranien. Il est bientôt 18h, tous les bateaux doivent quitter la plage de Rassab. De ce côté de la rive, ils ont l'œil bienveillant de la police omanaise. De l'autre, ils doivent s'assurer que la voie est libre. Le trajet retour est toujours plus long, plus dangereux. Bien sûr, il y a la marchandise qu'il ne faut pas perdre en route. Il y a surtout les gardes-côtes iraniens qui veillent de l'autre côté. Et entre les deux, parfois, des pirates de mer. Des pirates? Ça oui, il y en a beaucoup. Ils peuvent te tuer ou bien te jeter à l'eau pour voler ta marchandise.
Ce ne sont pas seulement des Iraniens, il y a aussi des Afghans ou bien des Pakistanais. Ressa et les autres filent cap au nord. Avec de la chance, certains mettront 4 heures, d'autres 6 ou 7 heures pour rejoindre l'Iran. Demain, tout recommencera, comme une journée ordinaire sur la rive sud du détroit. On pourrait croire ces silhouettes sorties d'un autre âge. Ces bateaux gardent ici une solide réputation. À Sour, tout à la pointe de la péninsule arabique, ces boutres se construisent toujours à la manière traditionnelle. La coque est en bois de teck et l'essentiel du travail se fait à main d'homme. Salid bin Ahmed est le futur propriétaire. Armateur à Sour, il passe ici presque tous les jours. Même si la construction a pris du retard et lui coûte cher, il est fier de son investissement. Nous, on préfère le bois à la fibre de verre. Le bois, c'est mieux que la fibre. Le bois est lourd et stable en mer. Ça fait ça, le bois. Alors que la fibre de verre, ça fait ça. C'est pas stable. Et celui qui est à bord est moins tranquille. Djouma Al-Raimi est maître charpentier depuis 20 ans. Il supervise le travail sans aucun plan. Le modèle est gravé dans sa mémoire depuis des générations. Cette science-là est simple. Moi, je l'ai appris avec mon grand frère qui lui-même l'avait appris de mes oncles. On continue à faire cela et chez nous, c'est aussi facile que de boire du thé. Si le maître charpentier paraît si sûr de lui et la ville si fidèle à ses boutres, c'est que ces chantiers ont donné naissance aux fleurons de la flotte arabe. Il y a 3000 ans, ces bateaux ouvrent les routes maritimes du plus grand négoce. Poussés par des vents favorables, ils règnent sur les mers et bâtissent des fortunes. Pendant des siècles, les boutres vont partout, sillonnant le Golfe, l'océan Indien et la mer Rouge, allant même jusqu'à Canton en Chine. Au fil des escales, les marchands installent comptoirs et colonies. Au XIXe siècle, Oman dirige son empire depuis l'île de Zanzibar. Sour est alors avec Mascate au cœur de ce grand réseau commercial. La ville forme des générations de capitaines de boutres. Jusque dans les années 60, ces hommes empruntent les grandes routes maritimes, guidés par les étoiles. Le maître charpentier paraît sûr de lui. C'est que la ville demeure fidèle à ses boutres. Les habitants de Sour grandissent toujours avec l'envie de construire, un jour ou l'autre, une embarcation en bois. Il en a toujours été ainsi depuis des générations. Sur le bras de mer qui sépare les deux parties de la ville de Dubaï, des taxis d'eau font inlassablement la navette entre les rives. Le cœur de la cité moderne bat ici, dans ce va-et-vient coloré qui anime les quais. Car Dubaï, aux portes d'Ormuz, est le plus grand carrefour commercial et maritime du Golfe. L'or noir a ici, comme chez les voisins, apporté sa manne, mais la vraie richesse de Dubaï est restée le commerce. Et comme autrefois, les boutres viennent charger et décharger sur ces quais, au pied des gratte-ciel. Je viens de Bombay. Du Pakistan, Iran. D'Iran. De l'Inde. Iran. Inde. Ici, tout le monde vient du Pakistan. Pakistan, Iran, tous les pays sont représentés ici. Il y a des Libyens, des Jordaniens, il y a des travailleurs de tous ces pays ici. Mais aussi de Corée, d'Afrique, du Liban ou même de Chine. De tous les pays, ils arrivent attirés par les lumières de ce nouvel Eldorado. Dubaï, un des 7 Émirats arabes unis, une ville récente, prospère, aux tours futuristes. De tous les Émirats, Dubaï est le plus cosmopolite.
L'afflux des travailleurs émigrés est à l'origine de la croissance de la ville. Les étrangers représentent 85% de la population. Tous viennent sur les rivages désolés du golfe Persique dans le même but. Pour l'argent, pour le boulot bien sûr. Pourquoi venir à Dubaï? Tous les hommes viennent ici pour trouver du travail. À la porte du désert d'Arabie, Dubaï ne vivait que par le commerce maritime, par la contrebande d'or et de perles avec l'Empire des Indes. Tout à coup, en 1969, c'est le boom du pétrole. Dubaï devient l'image même de la prospérité des pays du Golfe. Aujourd'hui, les ressources pétrolières s'épuisent. Alors, pour assurer l'avenir, l'Émirat a créé cet énorme complexe de Djebel Ali, le plus grand port de toute la péninsule arabique, où accostent des cargos du monde entier. Pourtant, ce ne sont ni les cargos ni les tankers qui font la richesse de Dubaï. Ce sont ces poutres de bois, on les appelle les doses. Rien, ni le trafic aérien, ni le transport routier n'arrivent à les concurrencer. Ils viennent s'amarrer sur plusieurs rangs au pied des tours ultramodernes. Chaque année, Dubaï accueille près de 15 000 poutres. Ils vont partout, du Pakistan à la Somalie, en passant par l'Irak, l'Inde ou le Yémen, dans tous les ports inaccessibles aux cargos. Ils transportent de tout, plus d'or, de perles ni d'épices, mais toujours des marchandises très variées. Faisal est capitaine. Iranien, il ravitaille son pays, sevré d'importation pour cause d'embargo. Bien sûr, il y a de grands cargos qui arrivent d'Europe après de longs voyages et qui viennent accoster dans le grand port. Comme ils ne peuvent pas aller dans les petits ports, ils déchargent leurs marchandises et la répartissent sur nos bateaux. Heureusement, grâce à Dieu, nos poutres travaillent, car nous employons nous-mêmes beaucoup de main-d'œuvre. Il faut que tout le monde puisse vivre. Le dynamisme commercial de Dubaï lui a valu le surnom de Hong Kong du Proche-Orient. Partout, des boutiques proposent tous les produits de la planète. Derrière les vitrines clinquantes du centre-ville se cachent les quartiers pauvres. Rassoul vit ici, dans cette cour, avec 100 Pakistanais, mais aussi des Indiens. Au bas de l'échelle sociale, ils ne sont considérés que comme une force de travail. Tous ont des familles nombreuses à nourrir au pays. Rassoul a une femme et 4 enfants en bas âge. Il ne les a pas vus depuis 2 ans. Question d'argent. Il paie 400 dirhams, soit 800 francs par mois, pour partager cette chambre avec 15 hommes. J'avais un ami ici. Il m'a dit, tu es pauvre, viens travailler à Dubaï, tu vas gagner de l'argent. J'ai dépensé 60 000 roupies que j'avais empruntées pour les frais de visa et les billets d'avion. Au bout de 3 ans, je suis retourné au Pakistan pour rembourser tout ce que j'avais emprunté. Et je suis revenu ici, à Dubaï, pour cette fois vraiment gagner de l'argent. Quelquefois, lorsque quelqu'un vient à Dubaï, après avoir vendu tout ce qu'il possédait, sa maison, son bétail et même ses récoltes, il se fait arrêter par la police. On lui met un tampon sur son passeport et on le renvoie tout de suite à la frontière. Il aura tout perdu, son argent et ses biens. Il ne rentrera qu'avec ses vêtements. Leur avenir, le retour au Pakistan forcément. La municipalité de Dubaï leur interdit de posséder un terrain, de construire une maison, de s'enraciner. À bord du boutre de Mohamed Khalifa, l'armateur, le chargement est terminé. C'est l'heure d'appareiller, cap sur le Yémen. Le grand basculement de l'histoire du détroit d'Ormuz a d'abord une explication géologique. La nature du sol, une roche de décomposition d'origine organique, a favorisé la formation de poches de pétrole et de gaz naturel. De faible profondeur, le sous-sol et les rivages de cette mer intérieure ont permis une extraction facile de ces hydrocarbures. Plus de la moitié des réserves mondiales ont été recensées dans le golfe arabique. Aujourd'hui, l'histoire et la physionomie de cet endroit ont radicalement changé et le détroit d'Ormuz est devenu la porte de l'or noir.
Sur les bords de l'océan Indien, le pétrolier français Alexander a largué l'ancre. Destination le port de Dubaï dans le golfe arabo-persique via le détroit d'Ormuz. Pour le commandant de Rien, un voyage de routine le long d'une route maritime pourtant stratégique. Au même moment, les officiers de la marine royale omanaise quittent les rivages de la presqu'île du Musendam pour patrouiller dans les eaux territoriales du détroit. Une surveillance qui reste formelle. Le détroit fait environ 40 000 de large dans sa partie la plus étroite, mais sinon ça peut aller jusqu'à 60 000 en gros. La circulation est tellement intense que les autorités internationales ont créé un système de séparation de trafic que nous devons utiliser. En pénétrant dans le rail montant du détroit, le pétrolier frôle les rochers omanais du Musendam. C'est le nez d'Ormuz, des bouts de falaise sur lesquels on distingue des installations mystérieuses, la surveillance dissimulée d'une base britannique. Il y a peut-être une surveillance, mais elle est très discrète parce qu'on ne la voit pas, on ne l'entend pas surtout, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de détroits, hein, surtout en Europe, où il y a une surveillance très stricte avec des sémaphores, enfin des crosses, et où là, il y a une surveillance et un contact VHF, souvent obligatoire d'ailleurs, alors qu'ici, rien. Moins d'un siècle après la découverte de l'or noir, cette région désertique du monde est devenue l'une des plus riches, l'une des plus influentes. On estime à 1 milliard de tonnes la quantité de pétrole qui sort du Golfe par le détroit d'Ormuz chaque année. Les réserves en pétrole de l'ensemble du Golfe ne sont pas inépuisables. On sait déjà que certains des pays riverains ne pourront plus compter sur cette manne d'ici une dizaine d'années. Mais les réserves en gaz, elles, sont encore colossales. Ainsi, entre les eaux du Qatar et de l'Iran, le plus important gisement de gaz au monde a été découvert. Ce sont les Français qui ont décroché le contrat d'exploitation avec les Iraniens. C'était en 1997. Vol au-dessus du Grand Sud iranien. Au large de ces montagnes qui viennent mourir dans le golfe Persique, il y a l'un des plus grands gisements gaziers du monde, le gisement de gaz offshore de Pars Sud. Ce paysage, le Français Michel Nélis le connaît bien. Il fait le voyage depuis Paris une fois par mois pour le compte de Total Fina Elf. Le groupe pétrolier français a emporté ici un gigantesque contrat gazier il y a 4 ans. 1997, gros titre, polémique, Washington menace la France de représailles économiques en vertu de la loi d'Amato, une loi qui interdit à toute société américaine ou étrangère d'investir sous peine de sanctions dans les hydrocarbures en Iran. Fort du soutien de l'Élysée et de l'Union européenne, Total investit ici 12 milliards de francs. Des deux côtés du détroit, tout se vend, tout s'achète. Tout arrive et tout repart dans un désordre ordonné et efficace. Que l'on soit sur le port de Dubaï, dans les souks d'Oman ou sur les marchés iraniens, c'est la veine du commerce qui domine. On vient du monde entier pour travailler dans ces lieux de négoce. Même Bandar Abbas, le grand port du sud de l'Iran, attire lui aussi ses voisins les plus pauvres. Au rayon souvenir de Bandar Abbas, il y a des clichés. Sur la plage, près du débarcadère, un studio en plein air où l'on vient prendre la pause. Selon un cérémonial précis, chaque client peut choisir le déguisement et les accessoires qu'il souhaite. Les cheveux longs, les lunettes et le chapeau composent la tenue la plus demandée, dite tenue d'Indien d'Amérique. Le Far West fait aussi rêver de ce côté-ci du Golfe. À Bandar Abbas, c'est un Far West exotique, le jeu d'une certaine liberté. Ceux qui viennent se faire photographier ici sont principalement des militaires et des réfugiés afghans.
Et pourquoi tu dis ça? Il y a des Afghans aussi. Et il faut que tu dises que tout le monde vient prendre des photos ici, pas seulement les Afghans. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'Afghans. Tu es Afghan toi aussi? Non, non, moi je suis d'ici. Oui, mais il y a aussi d'autres gens qui viennent ici pour se faire prendre en photo. Mais il dit que ce sont surtout des Afghans qui viennent ici. D'où êtes-vous? Je viens d'Afghanistan. Vous êtes afghan avec ces beaux yeux bleus? Je suis parti de mon pays. J'ai fui parce qu'elle n'était pas belle, la vie là-bas. Si elle était belle, je ne serais pas venu en Iran. Mais le bateau est dans la tempête. Hein? Je dis que le bateau est dans la tempête. Oui, et moi je suis sur ce bateau. À Bandar Abbas, le grand port du sud de l'Iran, on vient parfois pour changer de vie, trouver du travail, tenter sa chance. Des milliers de réfugiés afghans sont venus jusqu'ici, recommencer sous un soleil blanc. 1 million d'habitants vivent dans ce qui ressemble à un bourg grandi trop vite. Par la ville, transitent toutes les marchandises venues des pays du Golfe, les cigarettes de contrebande, les tissus de Dubaï et les poupées qui dansent. Les industries, le port de commerce sont en dehors de la ville. Bandar Abbas est un lieu de passage, de départ, de transit, un mixage d'histoires simples comme des clichés. Mariam traverse la ville tous les matins. Elle n'est pas bandari, elle vient d'un village de la campagne. Chaque jour, elle achète aux pêcheurs les poissons de la mer d'Oman et part les vendre sur le plus grand bazar de la ville. Toutes les épices, les couleurs, les odeurs, le bazar est un condensé d'Orient. Les femmes les plus âgées portent encore un masque, le borguet. Il fait près de 40 degrés sous un borguet. Je reste ici sur le marché jusqu'à ce que j'ai vendu toute ma pêche. Je peux rester parfois jusqu'à 11h du soir. 800 tombant le poisson, 800, 900 le poisson vidé. Là, je sais que je ne vais rien vendre. Il y a trop de poissons aujourd'hui, tout le monde vend les mêmes et personne n'achète. Je sens que je vais rien gagner aujourd'hui, juste rembourser ce que j'ai acheté. D'habitude, je fais un peu plus, mais ça dépasse rarement les 4 francs. Pourquoi les femmes portent un masque? Pourquoi les femmes portent un masque? Par pudeur, certainement. Pour que leur visage ne heurte pas, ne marque pas ceux qui les regardent. Moi, je peux pas en porter. J'ai trop chaud avec. J'étouffe. Mariam a 34 ans. Elle doit travailler pour ses enfants restés au village, à des kilomètres de la ville. C'est une histoire simple, croisée à Bandar Abbas. Et sur la plage, les photographes toujours attendent les passants qui passent. Et moi, je peux faire une photo de vous? Seulement vous 4. Mettez-vous là. Mais enlève tes lunettes. Si tu vois rien, enlève tes lunettes. Allez, 1, 2, 6.